Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'avoir avec nous Madame Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec et puis chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Donc, bonjour à vous, Madame Anglade, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci, merci. Aujourd'hui, on va parler un peu de votre parcours professionnel en politique et puis on va aussi parler de l'importance de voter, surtout concernant les jeunes au Québec. Ma première question pour vous, ce serait celle-ci. Depuis 1867, le Parti libéral a eu 17 chefs. Vous êtes la première femme pour être chef du Parti libéral. Comment fier êtes-vous de cette réussite et est-ce que vous ressentez un fardeau plus lourd sur vos épaules à cause de ce titre historique? C'est sûr que je pense qu'on était rendu là au Parti libéral du Québec. Donc déjà, ça suit une certaine logique. On est quand même en 2020. Puis par rapport à la notion de fardeau plus lourd, c'est plus un... je sens toujours une responsabilité associée à ça. C'est sûr que tu dis, tu veux réussir, tu veux performer. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais 4 fois une minorité. J'étais une jeune femme francophone issue des communautés culturelles dans un milieu anglophone en Ontario, dans un secteur très masculin, dans le manufacturier. Donc, le poids des responsabilités, je le sens toujours, mais c'est aussi ça le défi. Donc, c'est ça aussi qui est stimulant. Ouais. Ma prochaine question, ce serait quelle est l'importance justement de cette représentation-là dans notre gouvernement, que ce soit fédéral, même provincial, municipal? Comment important est-ce que c'est d'avoir un gouvernement qui est représentatif de la population? C'est fondamental pour prendre de bonnes décisions. Il faut que ton gouvernement soit représentatif des hommes, des femmes, des différents groupes, de toute la diversité. La diversité, c'est très large comme concept. De toute cette diversité-là, c'est fondamental parce que il reste quand même que pour prendre des décisions, il faut que tu sois conscient de ce qui se passe, que tu aies une sensibilité aux choses. Et on le voit, on regarde par exemple dans des gouvernements où, par rapport à la COVID, ça a été géré par des leaders féminins. On constate que les résultats semblent meilleurs que quand c'est pas le cas. Donc, il y a une sensibilité que tu amènes, il y a quelque chose de positif qui est présenté là-dedans. Oui, c'est très vrai. Je sais que vous avez étudié l'ingénierie avant de joindre le monde de la politique. Donc, qu'est-ce qui vous a fait quitter ce monde-là pour joindre le monde de la politique? D'abord, vous avez une question sur le génie industriel. Ouais. Moi, j'ai étudié en génie industriel. Je voulais quelque chose de très concret. Je suis allée travailler en usine par la suite. J'ai vraiment aimé ça. Et on se rend compte que le travail en génie industriel, ça rappelle quelque part la politique parce que tu rencontres des gens, tu discutes, tu échanges, tu améliores des processus. Mais ayant travaillé dans le secteur privé et parallèlement à ça, ayant été beaucoup impliquée dans des organismes communautaires, je me suis dit, comment est-ce qu'on arrive à combiner les deux? Et la politique te permet de faire ça, te permet de te développer d'un point de vue des défis à résoudre puis des problèmes à résoudre, mais en même temps, tu sens que tu contribues à quelque chose qui est plus grand que toi. Tu contribues au développement de la société. Je trouve ça très riche de ce point de vue-là. On peut passer maintenant à l'importance de voter. Pourquoi est-ce que les jeunes au Québec et au Canada en général devraient s'intéresser davantage à la politique? Parce que la politique, c'est la capacité de changer le monde. Puis je sais que les gens pensent que, ben oui, les politiciens ne changent pas nécessairement le monde, mais honnêtement, il y a plein de décisions qui vont être prises dans les prochaines années qui vont avoir une incidence considérable sur la société. Alors, si on veut, par exemple, se dire l'enjeu que l'on va avoir dans les prochaines années, l'enjeu des changements climatiques, comment s'impliquer, comment réformer ça, il faut que tu aies des politiciens qui décident de s'impliquer là-dedans puis de dire on va réellement faire quelque chose. Moi, c'est l'art de tous les possibles, la politique. C'est ça qui m'anime là-dedans. J'ai l'impression d'avoir une véritable emprise sur la société puis de pouvoir proposer des choses et de pouvoir les mettre en application par la suite. C'est très riche quand même. Oui, c'est vrai. Donc, si on passait maintenant à cette question, avez-vous des conseils pour des jeunes adultes qui aimeraient s'impliquer davantage en se présentant en tant que candidats eux-mêmes dans une élection? Mais moi, je les encouragerais fortement à le faire. Je les encouragerais à appeler des gens qui ont vécu l'expérience. Moi, je suis rentrée en politique plus tard. J'essaie de réfléchir. J'avais 40 ans quand je suis rentrée en politique. Donc, j'ai attendu. Et il y a différents moyens de s'engager. La politique, c'est une manière de le faire, mais il y a plein de moyens de s'engager et ça peut toujours conduire à la politique ultimement.
Moi, c'est le choix que j'ai fait, mais il n'y a, pas de modèle. Il y a des jeunes. Il y a un jeune qui a été impliqué dans ma course à la chefferie, qui est impliqué avec la commission jeunesse du Parti libéral. Aujourd'hui, il dirige mon bureau de comté. Donc, il y a plein de manières de pouvoir s'impliquer également. D'ailleurs, il a été candidat, lui. J'y pense, mais il a été aussi candidat. C'est bien, c'est bien. 2020, le monde est à l'envers. C'est un monde qui fait face à une pandémie globale. Quel sera le défi majeur auquel le Canada et le Québec feront face après la pandémie, selon vous? Je dirais le plus grand défi qu'on va avoir, c'est reconstruire tout l'aspect humain de ce qui se passe. On va avoir une économie qui va être plus difficile à redémarrer. On va avoir des gens qui auront beaucoup souffert. La question de la santé mentale est vraiment essentielle. Aujourd'hui, là, les jeunes, puis je pense à des jeunes comme toi, Nicolas, mais de toute ta génération à toi, c'est pas facile là, être confiné. C'est pas facile de pas voir ses amis se projeter dans l'avenir puis se dire quel genre d'avenir est-ce que j'ai, moi? Et donc, il va falloir que tout le monde puisse être impliqué. Il va falloir qu'on ait un projet de société qui nous rassemble, qui nous unisse. Je pense que les gens auront soif de ça. Il ne faut surtout pas se diviser, mais trouver des mécanismes pour le faire, pour s'unir. Moi, je crois beaucoup à un projet de société qui va être porteur, qui va faire en sorte que l'économie puis toute la question des changements climatiques va être ensemble. Je crois beaucoup également à toute la notion de réduire nos inégalités, parce qu'il va y avoir des inégalités qui vont être accentuées à cause de la COVID. Ceux qui auront pu s'en sortir, ceux qui en auront souffert beaucoup. Et je pense qu'il va falloir qu'on trouve des mécanismes pour réconcilier le tout. C'est très vrai, c'est très vrai. Plus tôt, vous avez parlé de votre campagne pour la chefferie du Parti libéral. La question que je vous poserai maintenant, c'est celle-ci. Vous avez parcouru le Québec durant cette campagne, avant la pandémie, bien sûr, et vous avez, pour promouvoir votre projet de charte des régions. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent en ce moment savent c'est quoi cette charte des régions-là. Donc, est-ce que vous pouvez l'expliquer vite fait? C'est quoi? Bien sûr. Moi, si je fais de la politique, c'est parce que je crois que chaque personne peut atteindre son plein potentiel. Devrait. Une société idéale, c'est une société dans laquelle chaque individu peut contribuer au meilleur de son potentiel. Mais de la même façon, je crois que pour une société idéale, il faut que chaque région puisse contribuer au meilleur de son potentiel. Puis les régions, un des enjeux que l'on a, c'est que il y a du mur à mur qui est appliqué partout et souvent il y a des décisions qui sont prises ou des situations où ça ne correspond pas du tout à la réalité de la région. Si l'on pense par exemple à la région de l'Outaouais, tu ne peux pas comparer la région de l'Outaouais qui a une frontière avec l'Ontario de la même manière que tu compares les îles de la Madeleine qui sont complètement à l'est du Québec et qui n'ont pas autour d'eux, c'est de l'eau, hein, ce sont des îles, c'est de l'eau, il n'y a pas cette réalité-là. Chaque réalité est différente. Et la Charte des régions, c'est un mécanisme qui permet d'identifier quels sont les éléments qu'on aimerait changer pour que ce ne soit pas du mur à mur qui soit appliqué dans cette région-ci, mais qu'on prenne en considération quelques éléments clés qui vont permettre à la région de vraiment pouvoir s'épanouir. C'est ça l'objectif de la Charte des régions. Et d'ailleurs, on va lancer une grande tournée de cette charte-là dans les prochaines semaines où les gens vont pouvoir s'impliquer, donner leurs commentaires, faire avancer des sujets qu'ils souhaitent voir avancer pour leur région. Parfait. Merci beaucoup, Madame Anglade, pour d'avoir accepté de participer à cette entrevue. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Puis je sais que nos étudiants vont beaucoup en profiter. Donc, merci beaucoup. Puis je vous souhaite une bonne fin de semaine puis une bonne action de grâce. Merci à vous aussi. Hein? Au plaisir, Nicolas. Au revoir.